Jérôme Clément, je suis ravi de vous rencontrer pour évoquer ensemble l'émission Histoire parallèle. Vous êtes une figure incontournable de la culture et de la politique culturelle en France, mais c'est avant tout au patron de chaîne de télévision que je m'adresse ici. En 1989, vous avez été élu à la direction de la chaîne de télévision La 7, que vous avez transformée pour devenir en 92 la chaîne franco-allemande Arte, que vous avez dirigée jusqu'en 2011, soit près de 22 années. L'émission Histoire parallèle est née avec la 7, puis est devenue le symbole de la chaîne franco-allemande Arte. Les émissions historiques ont occupé une place importante dans le monde audiovisuel. À la radio, il y a eu la Tribune de l'Histoire sur France Inter, il y avait les Lundis de l'Histoire sur France Culture, qui ont chacune duré près de 50 ans. Et plus récemment, l'Histoire en direct, qui est devenue 2000 ans d'Histoire, avec Patrick Gélinet, puis la Marche de l'Histoire, près de 35 ans également. À la télévision, il y a eu La Caméra explore le temps pendant 10 ans. Il y avait Alain Decaux raconte, qui s'est étalé sur 18 années. Étiez-vous un auditeur ou un spectateur de ces émissions radio, télévision ? Spectateur, non, parce qu'on n'avait pas la télévision chez moi quand j'étais enfant, et donc jusqu'à mes 20 ans pratiquement, je n'avais pas la télévision. La radio, j'écoutais plus, et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'émission d'histoire. Bah, je n'étais pas non plus assidu, je me suis toujours intéressé à l'histoire, c'était un centre majeur de mes études, secondaires, puis ensuite universitaires. Et voilà, donc j'aime l'histoire et ça m'intéresse. Donc il m'est arrivé d'écouter ces émissions. Mais j'étais pas accro pour écouter à tout prix telle ou telle émission. C'était pas ma façon de vivre à l'époque. Et pour revenir à votre question sur 1989, c'est vrai que l'année où je suis arrivé à la 7, c'était l'anniversaire du démarrage de la guerre de 1939. Donc on se retrouvait comme ça, 50 ans après la guerre, le démarrage de la guerre de 39. Et naturellement, cette coïncidence de date a fait que on était pratiquement obligé de célébrer cet événement. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas passer à côté en général, et aussi en particulier comme à Arte, quoi. Il fallait revenir sur cette histoire terrible de la Deuxième Guerre mondiale. 50 ans, ça paraissait loin quand même déjà à l'époque, mais quand je vois aujourd'hui, ça fait 35 ans de plus, finalement c'est pas si grand, 50 ans. Entre l'époque où je vous parle et le démarrage des émissions d'Arte, il y a presque autant de temps qu'entre les émissions d'Arte et la fin de la guerre de 45. Donc, vous voyez, il y a des raccourcis comme ça qui se font dans la vie et qui montrent à quel point la fuite du temps et l'histoire s'imprègnent en nous, quoi, et nous accaparent, quoi. Histoire parallèle a certaines caractéristiques qui en font une émission unique au monde. Bah, c'est une idée géniale, hein, une idée qui n'est pas de moi à l'origine, mais c'est vrai qu'on voulait parler de la guerre de 39, et je crois que c'est Louisette Niel qui a eu l'idée de cette émission, et André Harris, qui était à l'époque directeur des programmes, qui lui-même avait travaillé sur cette question, qui lui-même avait souffert de la guerre. Enfin, il était un des personnages clés de Français si vous saviez, qui a eu un impact énorme quand ça a été diffusé. Ça a été diffusé d'abord au cinéma, puis ensuite sur Arte d'ailleurs. A tout de suite accroché avec l'idée de Louisette Niel, c'est-à-dire de comparer les actualités de différents pays, enfin de la guerre française et de l'Allemagne principalement. Après, on a rajouté les Russes, les Anglais, etc., pour voir, comme vous l'avez dit, pour comprendre les événements du point de vue de la population de cette époque, qui était soumise à une propagande ou à des informations, disons, totalement partiales et partielles par rapport à ce qui se passait. On n'avait pas d'autres éléments de comprendre que ce qui était dit dans le pays dans lequel on était, quoi. Donc les mettre en parallèle, comme le nom de l'émission l'a montré, avec à chaque fois des personnages qui ont été totalement récurrents. Je pense à Marc Ferraud, bien sûr, et Klaus Wenger,
du côté allemand, a permis d'avoir une continuité pendant de nombreuses années, puisque ça a duré jusqu'en 1951, permettant de comparer les deux émissions. Donc c'est une idée absolument formidable, qui nous permettait à la fois de raconter l'histoire de la guerre, mais de la raconter en rapprochant les deux pays, en rapprochant les deux points de vue, les Français et les Allemands, puisqu'on montrait aussi bien les actualités françaises que les actualités allemandes, puis quelques autres pays. Et ça, cette idée-là, elle a tout de suite séduit le public et les critiques, qui ont compris qu'il y avait un élément absolument majeur. Et je dois dire que ce sont des émissions qui ont un intérêt historique, maintenant d'autant plus fort que beaucoup de personnages qui ont été interviewés à cette époque pour parler de la guerre ont eux-mêmes disparu, et qu'on a là une somme d'archives considérable, parce que ça fait 50 émissions par an pendant plus de 10 ans, et ça fait 500 ou 600 émissions. C'est un stock absolument formidable, quoi. On n'en avait pas vraiment conscience à l'époque, hein. On se disait c'était bien de parler de la guerre en comparant les actualités des deux pays, c'était une idée très originale. On a tout de suite vu que c'était une bonne idée, mais ça a eu un succès énorme. Le fait de rediffuser l'intégralité des actualités, oui. Actualités qui, pour certaines, n'avaient jamais été revues depuis. Bah non, bien sûr, parce qu'en général, on montrait toujours des bouts, toujours les mêmes. En plus, on voyait toujours le soviétique qui sent le drapeau rouge sur le Bundestag, le Reichstag à Berlin, etc. Mais vous voyez des images de guerre, mais il n'y avait pas d'intégralité qui permettait de comprendre le contexte dans lequel toutes ces actualités avaient lieu, tous ces événements avaient lieu. Alors les actualités intégrales permettent de comprendre aussi la vie de cette époque. Depuis, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits, qui racontent la vie en France, en Allemagne, sous tous les angles. Il y a énormément de choses, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et ça reste une expérience irremplaçable. Donc effectivement, quand André Harris m'en a parlé, avec Thierry Garrel et Louise Etniel, j'ai tout de suite compris que ça avait un intérêt majeur, donc j'ai tout de suite dit bah oui, on va le faire. Et l'enthousiasme était grand du côté français comme du côté allemand. On voyait bien que c'était une expérience très originale, quoi. Et c'est bien tombé, enfin si je puis dire, puisqu'en 1989 coïncidait avec le début de la guerre. Et donc là, on était sur des émissions historiques qui n'étaient pas basées sur des reconstitutions, qui n'empruntaient pas des extraits de films, c'était vraiment des documents. L'idée, c'était de montrer des documents bruts, avec des commentateurs quand même, des historiens qui étaient invités à chaque fois, des personnalités de nature variée, qui chaque semaine étaient invités et expliquaient, dialoguaient entre eux sur ce qu'ils avaient vécu et sur leur interprétation des événements qu'on venait de voir dans la semaine où on était, qui resituaient aussi dans le contexte historique de la guerre l'ensemble des actualités de l'époque. Donc c'était utile, c'était indispensable d'avoir cette mise en perspective qui était faite par les invités chaque semaine, animée par Marc Ferraud. Et c'était également faire revivre dans la durée les événements. Le réalisateur Didier Dleskevix rappelait que la bataille de Stalingrad, on l'a vécue en tant que téléspectateur pendant 7 mois, alors que dans un documentaire, d'habitude, c'est en 1h30 que c'est évoqué. Oui, cette extension du temps était un élément de l'intérêt de l'émission. Parce que quand on fait une émission hebdomadaire qui montre les actualités semaine après semaine, on est dans la même temporalité. On n'est pas dans une temporalité différente. Récemment, on a montré en France une série d'émissions sur la résistance, ou sur les résistances de Patrick Judy, très bien faite d'ailleurs, mais évidemment qui écrase en 2 soirées ce qui s'est passé pendant 6 ans, 5 ou 6 ans. Et là, on avait c'était presque comme un suspense, quoi, de savoir ce qui allait se passer la semaine suivante, où est-ce qu'ils en seraient. Donc on vivait ça au jour le jour, dans les conditions où le public, les populations, les citoyens de l'époque l'avaient vécu. Alors, dans le cas de la bataille de Stalingrad, évidemment, c'était spectaculaire, quoi. Parce qu'au fond, quand la bataille de Stalingrad a commencé, personne ne savait comment ça allait tourner. Est-ce que les Russes arriveraient à contenir les Allemands? Est-ce que les Allemands continueraient leur progression vers l'Est et surtout vers le Sud-Est? On n'en savait rien. Et le déroulé des actualités semaine après semaine permet de comprendre l'évolution de la bataille
et la façon dont peu à peu les Russes ont réussi à fixer les Allemands dans des positions qui les ont finalement conduits à la catastrophe. Et cette temporalité-là, elle est très importante. Alors on l'a parfois dans les livres, hein. Je pense à Vie et destin de Vassili Grossman, et en particulier ce qui a été fait, parce que quand on lit un livre aussi, on est dans une temporalité longue. Mais là, on est dans de la temporalité réelle, c'est-à-dire la temporalité de la guerre semaine après semaine, à un moment où on ne savait pas comment ça allait tourner. Et faire vivre ça, refaire vivre ça, était une expérience inédite, quoi, formidable. Et vous dites revivre cette expérience. Vous-même, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale a fait écho à des souvenirs dramatiques familiaux. Oui, enfin moi je n'étais pas né pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis né après la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, mais évidemment ma famille en a beaucoup souffert. Ma mère, qui était d'origine russe et juive, a perdu ses parents, mes grands-parents, dans les camps de concentration à la fin de la guerre de 40, donc voilà, on était très martyrisés. D'ailleurs, quand on se rencontrait avec les Allemands au début de la création de la chaîne, on ne pouvait pas ne pas évoquer cette question. C'est-à-dire, on se demandait toujours à qui on avait affaire. Qu'est-ce qu'ont fait vos parents pendant la guerre? Où est-ce que vous étiez, vous? Et j'ai le souvenir de la première rencontre que j'ai eue avec le vice-président allemand, puisque j'étais président et c'était un Allemand qui était vice-président, Monsieur Schwarzkopf, et on se connaissait pas, et il était plus âgé que moi, et je lui ai dit, mais pendant la guerre, vous étiez où? Mais il était caché dans les caves à Berlin, et il m'a raconté comment il avait vécu cette période enfant, en fait dans une cave à Berlin pendant de nombreux mois, on pouvant très peu sortir, compte tenu de ce qui se passait au-dessus. Et d'un seul coup, ça donne une dimension humaine, quoi, très personnelle à tout ça. Donc on avait tous, d'un côté ou de l'autre, la plupart d'entre nous avions des histoires singulières liées à la guerre. La plupart de nous l'avions pas vécu, puisqu'on était nés après, mais nos parents, non. Et donc on se racontait ça. Donc pour nous, c'était à la fois un problème télévisuel, mais aussi c'était en relation directe avec nos vies personnelles, avec nos histoires singulières. Et ça, ça a été une pédagogie évidemment extrêmement appréciée par le public, mais pour nous aussi qui faisions la chaîne. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte que pour réaliser cette création, qui était la création d'Arte, il a fallu vaincre nous-mêmes nos propres démons, ou surmonter nos phobies, surmonter nos histoires personnelles, quoi, avec ce que chacun avait vécu, et qu'en fait, on a créé le mouvement en marchant. On était à la fois les responsables d'une histoire à raconter, et en même temps les propres acteurs de cette histoire, puisque nous-mêmes avions vécu d'une façon ou d'une autre cette histoire que nous racontions. Et je pense que Histoire parallèle a beaucoup compté dans la création et dans la vie de la chaîne, parce que justement, comme vous le disiez, la temporalité a fait que ça a duré pendant de 89 à 95, et après, au-delà, mais enfin après on n'était plus dans la guerre, et c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour que la chaîne s'installe. Donc en fait, ces 6 ans étaient aussi des années pendant lesquelles on a créé la 7, on a créé Arte, on s'est habitué à travailler ensemble, il y a eu beaucoup de scepticisme, de doute, de difficultés, d'incompréhension, d'hostilité. Tout ça a été mêlé selon les interlocuteurs et les périodes. Et finalement, Histoire parallèle a eu aussi cette vertu de nous accompagner pendant que nous-mêmes nous écrivions l'histoire. Et lorsque Histoire parallèle a été créée, c'était donc à l'époque de la 7. À l'époque de la 7, il n'y avait pas de notion franco-allemande. C'était uniquement une production française. D'ailleurs, la 7 au départ n'était pas une chaîne. Quand vous êtes rentré dans la 7. Non, quand je suis rentré, moi je suis arrivé à la 7 en janvier 89, si ma mémoire est bonne, à la fin de l'année, non, en janvier 89. Bon, Arte n'existait pas, enfin, on ne savait pas que ça serait une chaîne franco-allemande. C'était juste une chaîne de... Enfin, on voulait que ça soit une chaîne européenne. On voulait... le modèle de Georges Duby et de Michel Guy, qui était responsable avant que
que j'y arrive était plutôt en modèle anglais, c'était plutôt sur le modèle de Channel 4. Moi, j'avais pas d'idée préconçue, mais j'avais pas du tout d'idée, puisque la décision de François Mitterrand et d'Helmut Kohl est arrivée à l'automne 89. J'avais pas l'idée qu'on ferait ça. Mais de toute façon, pour nous, même en janvier 89, l'idée qu'il fallait parler des 50 ans de la guerre, elle s'imposait à nous, quoi. C'était évident qu'il fallait parler de la guerre. Et comme la guerre opposait principalement au départ, avant qu'elle devienne mondiale, la France, l'Allemagne, pas seulement évidemment l'Angleterre, la Russie, etc., mais il y avait deux ennemis héréditaires, quoi. Donc c'était assez naturel qu'on en vienne à ça. Et donc au départ, c'était pas forcément, mais la mise à l'antenne et le lancement des émissions a démarré avec la décision de créer la chaîne, et d'un seul coup, c'est devenu franco-allemand, quoi. Assez vite, quoi. Même si au départ, vous avez raison de le rappeler, c'était pas strictement franco-allemand. Mais c'était le 50e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où on était en pleine création de l'Europe, de transformation et de consolidation de l'Union européenne, et où on était convaincu qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe. Et donc, c'était une façon d'enterrer aussi la guerre, en la célébrant ou en la montrant. Plus jamais ça, et maintenant, de toute façon, ça n'arrivera plus jamais, puisque on a créé l'Europe, et qu'on la consolide, non seulement entre les Français et les Allemands, mais entre la plupart des pays d'Europe occidentale et l'Angleterre à l'époque. Bon, il a fallu déchanter assez vite, puisque la guerre de Yougoslavie, quelques années après, en 1992, a fait vivre à nouveau sur le territoire européen des guerres fratricides terribles. Voilà, mais on était quand même dans cette période, disons, de construction européenne qui était les guerres c'est fini, quoi. Et par rapport à l'Allemagne, les sentiments ont changé par rapport à ceux qui existaient à la fin des années 80. Je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing qui, en 94, sur un plateau face à Michel Rocard, il avait évoqué le fait qu'on projetait de faire défiler pour le 14 juillet des troupes allemandes mélangées aux troupes françaises. Et il avait été très ému, je crois qu'il avait eu même les larmes aux yeux. Enfin, on n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'aujourd'hui. Oui, enfin, on n'était pas dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, mais sur le sujet franco-allemand, par exemple, Giscard d'Estaing, dont vous parlez, a été très, très intéressé. Il m'a écrit plusieurs fois sur la création d'Arte, quoi. Ça l'intéressait beaucoup. Et lui-même était très lié avec le chancelier Schmitt. Bien sûr. Et donc, le rapprochement franco-allemand, tous les présidents l'ont mis en œuvre, depuis De Gaulle et Adenauer, jusqu'à aujourd'hui, entre Scholz et Macron, tous les présidents et chanceliers l'ont mis en œuvre. Donc même si, effectivement, on n'était pas du tout au stade où on est maintenant, et les choses ont évolué avec les vicissitudes de l'histoire, mais ça a été quand même une constante, de ce rapprochement franco-allemand. Évidemment, l'époque n'était pas la même, on ne la vivait pas de la même façon. Je pense qu'Arte a vraiment aidé à rapprocher les deux pays, ça j'en suis sûr, parce que elle a rendu évidente et quotidienne la présence des Allemands, leur vie, leurs habitudes. Bon, une émission aussi comme Carambolage, enfin un certain nombre de choses ont permis d'un seul coup de comprendre qui étaient nos voisins. Elle a permis de rapprocher les peuples, et pas seulement à travers l'histoire. Donc ça, c'était très important. C'est pour ça au départ qu'il y avait tellement d'hostilité, il y avait beaucoup de réticence, voire franchement d'hostilité complète à ce que ça existe. Hein. Ça s'est pas passé tout seul. Vous aviez rapporté dans À Voix nues, vous aviez longuement parlé d'Arte et rapporté les échos médiatiques qui avaient accompagné la création d'Arte et qui avaient été très violents. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus. Vous aviez parlé de Jacques Martin qui avait fait... Ah oui. Oui, il y a eu des moments extrêmement pénibles, parce que
il y avait Jacques Martin qui faisait une émission qui s'appelait Dimanche Martin, très populaire, le dimanche après-midi, et qui montrait il avait fait un petit montage, une animation dans son émission télévisuelle, dans lequel on voyait des Allemands avec des casques à pointe rentrer un dimanche midi chez des Français, béret basque et baguette de pain, en train de manger la poule au pot, enfin le poulet du dimanche, et ils envoyaient promener tout ce qu'il y avait sur la table en disant, et la légende c'était « Hier kommt Arte ». Voilà, c'était un peu le genre de choses qu'on subissait. Ou le journal du dimanche qui avait titré Arte, la langue de Goebbels. Donc voilà, il y avait vraiment, c'était très violent, hein. Faut pas croire que ça se passait tout seul. Et moi-même, j'étais convoqué à l'Assemblée régulièrement pour m'expliquer sur des émissions. Il y avait beaucoup de germanophobie en France. Il n'y avait pas de francophobie en Allemagne. Mais en France, il y avait beaucoup de germanophobie. Il a fallu vaincre tous ces préjugés, très compréhensibles. Il ne faut quand même pas non plus oublier ce qui s'était passé. Loin de là, mais enfin, j'ai compris quand même que c'était gagné le jour où, un 6 juin, l'anniversaire du débarquement, qui chaque année est célébré par non seulement des défilés, des manifestations, mais aussi des émissions, des interviews, etc., des films. Mais une année, on a montré le débarquement vu du côté allemand. On avait des archives où on voyait les Allemands en fait complètement terrifiés parce qu'ils voyaient une armada venir sur eux. Ils étaient dans leur bunker et leur blockhouse, et c'était évidemment impressionnant, quoi, de voir comment le débarquement a été vécu du côté allemand. Mais j'aurais jamais pu faire ça en 89, c'était impossible. Il a fallu des années et des années pour que finalement on s'habitue, on change de mentalité et on évolue. Quelques mots sur Marc Ferraud. Marc Ferraud, c'était un historien formidable, c'était un personnage d'abord très sympathique, très gai, jovial, enthousiaste, qui avait lui-même, comme il le raconte dans la première émission, vécu cette période avec beaucoup de difficultés, donc il savait de quoi il parlait. Mais c'était un personnage éminemment sympathique et chaleureux et avec qui il était extrêmement agréable de travailler, quoi. C'était vraiment, on a fait beaucoup de choses ensemble, il faisait partie de la maison. Et forcément, hein, il était toutes les semaines à l'antenne pendant 6 ans. Donc, et puis il a fait beaucoup d'autres choses avec nous, mais c'était un type formidable, très gai. Pendant plus de 6 ans, hein. Oui, plus de 10 ans. Oui, plutôt pendant 12 ans, non? 89 à 51, oui. Oui, plus de 10 ans, plus toutes les autres émissions qu'il a faites. Non, Marc Ferraud, j'en ai gardé un souvenir formidable, on s'entendait très bien, je l'aimais beaucoup. Et Louisette Ney, il est resté très discrète. On ne l'entend que en voix off dans les carnets d'histoire parallèle. Oui, Louisette Ney est une femme discrète. Elle aimait bien rappeler que c'était elle qui était à l'origine de la création d'Histoire parallèle. Parce que sinon, Thierry Garel aurait pu avoir la tentation ou d'autres de se l'approprier. Enfin, comme toujours, vous savez, une chaîne, c'est un travail collectif, quoi. Mais c'est Louisette Ney qui a eu l'idée. André Harris qui a vu tout de suite le parti qu'on pouvait en tirer. Et moi qui ai pris la décision de le mettre à l'antenne, mais on travaillait ensemble, c'était un travail collectif. Je reviens un petit peu en arrière sur la création d'Arte. Je me demandais si la réunification en cours en Allemagne avait eu des échos en fait dans vos négociations, parce que vous négociez avec la RFA, avec l'Allemagne entière, vous voyez. Oui, bien sûr, évidemment, il s'est passé un événement considérable qui est la chute du mur de Berlin, qu'on n'avait pas prévu non plus, quoi. C'était pas, personne ne pouvait savoir quand ça viendrait et de quelle façon. Donc, il a fallu d'abord, ça a eu des conséquences directes puisqu'on était pratiquement prêt à signer le traité lorsque la réunification imposait d'avoir l'accord des nouveaux Länder. Donc on s'est dépêché, Jacques Lang s'est précipité à Berlin pour pouvoir signer le traité avant que la réunification ait lieu, parce que sinon il fallait reprendre les négociations à zéro, donc c'était trop compliqué. Donc on l'a fait d'abord avec la RFA, donc ce qui était la République fédérale d'Allemagne, dont le siège était à Bonn. Moi je suis allé à Bonn pendant des années. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu tous les événements qu'on connaît. Les Allemands ont été eux-mêmes très accaparés par la réunification. C'était un problème énorme qu'ils avaient à régler, évidemment, à absorber un autre pays
avec tous les problèmes qu'il y avait, les différences, la Stasi, les différences de niveau économique, l'appartenance à deux mondes différents. C'était un travail considérable. Et nous, il fallait qu'on gère tout ça, donc on l'a fait avec eux. Enfin, c'est surtout à eux de le gérer, mais on a évidemment accompagné jusqu'au moment où les lenders de l'Est ont adhéré au traité qui avait créé Arte. Mais il fallait un acte officiel, il fallait qu'ils signent le traité, l'accord interétatique d'ailleurs, qui prévoyait que l'ensemble des lenders de l'Allemagne étaient partie prenante à Arte. Donc ça s'est fait quelques années plus tard. Je ne me rappelle plus la date d'ailleurs exacte. Enfin, on doit pouvoir la retrouver à Erfurt, où je suis allé au centre de l'Allemagne et voir le ministre-président, je crois que c'était de Thuringe, il me semble, et qui m'a remis officiellement les actes signés par les ministres-présidents de l'Est d'adhésion à Arte. Donc on a fait une cérémonie à Erfurt, qui est une très belle ville, épargnée miraculeusement par la guerre. Et il m'a remis ça dans le salon où Napoléon avait rencontré Goethe. Voilà, comme symbole européen assez extraordinaire d'ailleurs. Donc j'ai eu cette chance et ce privilège de participer à cette cérémonie qui s'est faite assez simplement. On n'a pas non plus exagéré les choses, mais enfin c'était quand même un acte officiel, donc il fallait marquer le coup. Et vous parliez de Marc Ferro tout à l'heure. Vous aviez des contacts avec Klaus Wenger, qui a participé à beaucoup d'émissions, surtout au début. Klaus Wenger, c'était un ami. Klaus Wenger, c'était pas seulement Histoire parallèle, c'était le responsable d'Arte Deutschland. Et puis l'unité documentaire aussi d'Arte. Enfin, il a occupé différentes fonctions, à la fois comme historien, on le voit dans la première émission, comme spécialiste en documentaire, et aussi comme responsable très engagé du côté d'Arte. Il parlait parfaitement le français. C'était un homme très distingué, de grande qualité, intellectuelle et humaine. Et on se connaissait très bien, évidemment. On a travaillé ensemble. C'était pas seulement un Allemand qui venait faire des émissions. C'était un partenaire quotidien. Donc on se parlait beaucoup, on discutait de tout. Il me racontait comment ça se passait du côté allemand, les problèmes qu'il y avait. Moi, je faisais la même chose du côté français. Enfin, c'était un de mes partenaires importants. Et justement, l'audience de Arte, du côté français, du côté allemand, est-ce que c'est symétrique ou est-ce que... Non, c'était plus important du côté français. Surtout à partir au début, non, parce que les Allemands avaient le plan câble et le plan câble était mieux desservi qu'en France. Le plan câble, ça n'avait pas marché, donc on avait des satellites. Le début a été très, très chaotique sur le plan des diffusions. Mais quand la décision a été prise, Arte a commencé à diffuser en 92, et la décision a été prise d'utiliser le réseau hertzien occupé par la 5 quelques mois après. Donc, dès septembre 92, donc, on a pu émettre sur le réseau de la 5, qui avait fait faillite, donc le canal était noir, quoi. Et donc, à partir du moment où une diffusion hertzienne, évidemment, l'audience était plus forte en France qu'en Allemagne. Donc, on a eu un décalage important, puisqu'on a dû monter à 3-4% en France, et en Allemagne, c'est resté autour de 1%. Bon, après, les choses se rééquilibrent, parce que maintenant, il y a les plateformes, il y a le replay, il y a tout un tas de choses qui font qu'on ne consomme plus de la télévision comme avant. C'est plus du tout le même mode de consommation des images et des émissions, mais au départ, c'était déséquilibré. Mais c'était déséquilibré numériquement, mais pas en impact. C'est-à-dire que les pages de journaux consacrées à Arte étaient très importantes en France, mais aussi en Allemagne, à peu près équivalent. Donc Arte était une chaîne très repérée, très identifiée, et très respectée progressivement. Au début considérée comme un ovni, et puis peu à peu, la chaîne a pris sa place, a trouvé son public, a été respectée, estimée et aimée pour certains. Les sondages montraient toujours la même chose. Quelle est la chaîne préférée des Français? Arte. Quelle est la chaîne que vous regardez le plus? TF1. C'était systématique en France. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur la chaîne La 7, qui était donc avant Arte.
parce que bon nombre de programmes d'Arte sont nés sur la 7, et la 7 est assez peu connue, enfin, autour de moi en tout cas quand j'en parle. Oui, parce que ça fait partie de l'histoire maintenant. Les gens, de même les gens connaissent pas l'histoire d'Arte. Hein. Pour eux, ça fait partie du paysage. Les jeunes, ils savent absolument pas comment ça s'est passé. La 7 était une société d'édition de programmes, comme son nom l'indique. Une société européenne de programmes télévisuels, c'est ça, 7. C'est une chaîne qui crée des programmes mais qui n'avait pas de moyens de diffusion. Elle a été créée en 86 et mise en place en 87-88 par Bernard Fèvre-Darcier et Georges Duby. Et la chaîne a peu à peu trouvé son mode de production audacieux, créatif. Il y avait une petite équipe dont beaucoup venaient de l'INA d'ailleurs, et quelques autres. Il y avait peut-être une cinquantaine de personnes à peu près qui créaient des programmes Thierry, dont beaucoup sont devenus très importants, comme dans les documentaires Thierry Garel. Et puis les autres se sont agrégés, Pierre-André Boutan bien sûr, et puis les autres se sont agrégés peu à peu, et Guillaume Grenier. Quand je suis arrivé en 89, la chaîne n'avait pas de mode de diffusion, quoi. C'était une société d'édition de programmes. Donc mon problème majeur, pour moi, c'était de trouver un canal de diffusion. Ce que j'ai réussi à faire avec différents épisodes, notamment aussi la 7 sur la 3, puisqu'on était diffusé le samedi après-midi sur France 3. Enfin, on jouait les coucous ici et là pour arriver à trouver des canaux de diffusion, mais on n'avait pas de canal de diffusion. Mais le travail initial de création de la 7, c'est-à-dire qui a donné un peu sa ligne éditoriale, qui a commencé à exister, c'était avant 89. Il y a eu 2 années dans lesquelles la chaîne a commencé, enfin la production a commencé à exister. C'était pas encore une chaîne, mais la production a commencé à se faire. Et quelle production? Parce que donc ça a été Histoire parallèle, donc de Marc Ferro. Il y avait la série Palette d'Alain Jobert, une série que je trouve incroyable et toujours inégalée sur un plan culturel et artistique. Oui, la série Palette, c'est une série qui analyse un tableau d'un peintre, mais qui à ce sujet parle de toute la peinture de ce peintre et aussi de l'époque dans laquelle il l'a créée. Oui. Je me souviens aussi de la série Tour du monde, Tour du ciel, avec Pierre Léna et Michel Serres. Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Oui. Qui était incroyable. Il y avait aussi Océanique de Pierre-André Boutan. Moi, j'avais été scotché aussi par La Vie de Louvre de Nicolas Philibert. Enfin, il y a eu une période, alors peut-être que c'était moi qui était plus sensible à cette époque-là, mais très, très innovante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, encore, vous n'avez pas cité les fictions ou le cinéma, mais enfin, une des choses qui nous a fait décoller, remarquer, c'est la diffusion du Décalogue de Kieślowski, qui était une série de 10 films illustrant les 10 commandements, avec le regard de Kieślowski, réalisateur polonais extrêmement talentueux, et qui situait chacun des épisodes dans la vie contemporaine de la Pologne, dans des fictions d'1 heure, et ça a été très, très, très remarqué. Kieślowski, après, c'est beaucoup devenu très connu, avec Bleu, Blanc, Rouge, avec des films qui ont vraiment été très primés à Cannes, etc. Mais c'est sur Arte qu'on a commencé à les voir. En fiction, on a fait énormément de choses aussi. Les Alsaciens, qui a été aussi un sujet franco-allemand, évidemment. Donc il y a eu beaucoup de choses avec Pierre Chevalier qui ont été formidables, quoi. Et puis il y avait aussi l'habillage de la chaîne, la 7, que j'aimais beaucoup. J'ai eu l'occasion d'interviewer Philippe Truffaut qui m'a montré plein de trésors. Il est en train de numériser tout l'habillage qu'il a conçu sur sa chaîne YouTube. Il fallait innover dans tous les domaines, hein. Il fallait qu'on soit très, très créatif. Et l'habillage de la chaîne, c'était très important. Là aussi, on a complètement innové. On a fait des choses qui se faisaient jamais, qui étaient totalement nouvelles, habillées, qui avaient le visage à moitié. C'était un humour, c'était tout à fait caractéristique de l'humour d'André Harris, qui était un humour décalé, quoi. Donc il y avait toute une présentation de la chaîne qui était complètement décalée et qui était très audacieuse. On se musait beaucoup parce qu'au fond, on s'en fichait un peu, quoi. On savait très bien qu'on était peu regardé et que de toute façon, on pouvait se permettre de faire ce qu'on voulait, dès l'instant que c'était original, talentueux.
Et puis il y avait la voix de la chaîne. Oui, Sylvie Gaspard, bien sûr, qui a beaucoup compté. Il y avait une équipe très passionnante, comme toujours quand on crée quelque chose, l'équipe initiale, elle est remarquable, quoi. Parce que elle était audacieux, on s'entendait bien, on s'amusait bien, on se permettait tout. Moi, je trouvais qu'il fallait mettre beaucoup d'effervescence et de créativité dans tout ça, donc j'étais tout à fait d'accord pour qu'on aille dans ces directions. Je ne disais pas de répéter ce que faisaient les autres. Ça n'avait pas d'intérêt si on faisait ce que faisaient les autres. Non, mais Arte, on a fait un truc génial, hein. Franchement, on ne le savait pas nous-mêmes. Enfin, moi, j'en avais l'idée, et puis d'autres que moi, Bernard, Harris aussi, enfin, on était vraiment passionnés. Mais après, on a inventé au fur et à mesure, hein. On a créé le mouvement en marchant, quoi. Donc, on se permettait tout. Moi, bon, je trouvais que c'était très bien il fallait être audacieux, quoi. Donc, moi, mon rôle était... Moi, j'ai toujours encouragé l'audace. Je l'ai dit dans mes discours à d'innombrables reprises. Et la liberté. Et puis, voilà, ça créait une sorte d'émulation entre nous. Enfin, il y avait une grande liberté. Non, c'était passionnant. On ne savait pas si ça marcherait, hein. Mais moi, je me disais, bon, c'est pas grave, on verra. Si ça dure 6 mois, c'est déjà bien. En fait, ça dure toujours. C'est ça qui est formidable. Quelque chose que vous vouliez ajouter en plus? Non. On s'arrête là? Oui. Merci beaucoup pour ce moment.